avoir. Fait, petite présentation, Joël Rouleau, professeur agrégé au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Cinéaste, elle développe un chantier sur le queer et les médias, autant sur le plan de la recherche que de la recherche-création. Elle a publié Télévision queer en 2022, on en parlera ce soir. Ensuite aussi, elle a dirigé un numéro de la revue Jump Cut en 2021, portant sur le queer et la télévision. Son laboratoire de recherche, Sensibilité Queer, Queer Sensibilities, emploie 11 auxiliaires de recherche, de maîtrise et de doctorat qui contribuent selon leurs intérêts et capacités au développement du projet. Elles y développent notamment des méthodes d'analyse basées sur les questions de sensibilité queer, en plus de déployer un mode de diffusion innovant des résultats de recherche par la création d'une banque de données sous forme de cartes, textes, capsules vidéo et collages visuels accessibles au grand public. Merci. Merci. Je me demandais ce que tu allais dire à ton sujet. Bonjour, bon matin, je suis contente d'être ici. Moi, ma présentation va être de l'ordre du trip esthético-théorique sur une série que j'ai regardée cet hiver. Est-ce que les gens ont vu White Lotus? Parce que, au moins, parce que quand j'en parlais dans mon séminaire avec beaucoup d'enthousiasme, j'étais comme la seule à l'avoir vue. J'avais l'impression d'être... je sais pas, je pense que c'est un clash de génération. Je pense que c'est une série qui s'adresse aux millennials, notamment, en partie. Donc, voilà. Série produite par HBO et diffusée sur Crave au Canada. C'est une série qui est une série d'anthologie, états-unienne, écrite et réalisée par Mike White. La série consolide sa deuxième saison autour des dynamiques de couple hétéronormés, jalousie, mensonge, trahison, monogamie, possessivité, tromperie, travail du sexe, expérimentation. On s'engage au cours des 7 épisodes dans une pléthore d'expériences amoureuses désastreuses sous fond de voyages romantiques en Sicile. Chacun des personnages est lié aux autres à la manière de la charte d'Alice dans The L Word. Je remercie d'ailleurs Iron Davy sur Reddit d'avoir fait cette perle qui est la hook-up map de la saison 2. L'amour dans The White Lotus. Donc, la série met en scène une panoplie de relations toxiques, obligeant de se questionner dans un rapport à l'amour mis en scène dans la série. Qu'est-ce que l'amour entre deux personnes lorsque celles-ci sont continuellement sur leur garde, à se demander ce qui se trame, à se sentir en danger? L'amour classique est exploré à travers 3 couples, Ethan et Harper, qui sont les White Passing Friends de Cameron et Daphne, et Tanya et Craig. Mais d'autres formes d'amour sont explorées et je vais en parler également. Ce qui est fascinant, donc, c'est de voir chacun des personnages se lier aux autres afin de bâtir des relations stratégiques sous prétexte d'amour. D'ailleurs, je vais faire une citation. While the first 2 seasons of Mike White's HBO series focused their attention on slightly different subjects, the initial one in Hawaii zeroed in on privilege and colonialism, while the second Sicilian one centered sexual and gender dynamic. Both examine the extent to which every personal connection is about getting what one wants. Donc, ce que Jen Chatney identifie ici, c'est l'aspect qui est transactionnel de ces relations. Dans nos 3 couples se répète la même histoire de façon différente, une histoire de gain personnel. Je vais parler des 3 couples donc, et tenter de montrer des extraits, on verra si ça fonctionne. Donc, Cameron et Daphne sont une formule qui, entre guillemets, fonctionne. Ils ne se disent pas tout, protègent l'autre de ses discrétions sexuelles, refusent de se chicaner sous prétexte qu'ils n'ont rien sur quoi se chicaner. Toutefois, la série nous permet d'explorer les dessous de cette entente, alors que chacune vit un épisode de jalousie et d'incompréhension face aux actions de l'autre, ce qui engage des actions de représailles, de vengeance. Ce passage, par sa sobriété, met en lumière l'aspect résolu des désagréments refoulés. Et là, on va tenter. Je ne sais pas si le son va fonctionner. Bref, c'est un peu, il y a beaucoup de défis. Et peut-être même que Crave bloque les images. Crave bloque les images. Donc, il n'y aura pas d'extrait, mais c'est un extrait dans lequel on voit Daphne nous dire « Je ne suis pas une victime, en fait. I'm not a victim », puis moi, dans le fond,
je m'arrange pour... Si je soupçonne ou s'il se passe quelque chose, je m'arrange pour me sentir bien. Puis ça reste très flou, puis très genre, puis elle est super high sur un jujube de potes. Puis elle est juste comme, non, I'm not a victim. Quant à Harper et Ethan, leur pari entre eux est l'honnêteté. Toutefois, chacune se retrouve dans une situation où Yel doute de la parole de l'autre. La caméra et le montage nous incluent en tant que spectatrices et jouent sur notre perception, alimentant l'idée qu'il s'est passé quelque chose entre Harper et Cam et plus tard entre Ethan et Daphne. Donc ici, les deux couples se trompent avec l'autre. Ici, le couple honnête se voit affecté dans sa conception de la confiance, ce qui finira par raviver la flamme sexuelle éteinte entre elles. Leur scène d'amour est particulièrement symbolique puisqu'elle suit la fracture de la statue de la légende de Testa di Moro, référençant à une légende sicilienne où un jeune mort et une jeune sicilienne s'amourachent l'un d'autre alors que le mort est déjà marié avec une autre famille. Elle l'a décapité par colère, et jalousie et tricherie. Bref, c'est super light. Finalement, notre troisième couple officiel, Tanya et Craig, est une relation tout aussi problématique et toxique. Pour faire rapidement et méga spoiler, il y aura des spoilers tout au long de cette présentation. Craig a une relation amoureuse, sexuelle, ambiguë, cachée avec Quentin. Quentin, oui. Un homme résidant à Palermo dans un palazzo en ruine et sur son yacht privé. Ensemble, ils conviennent d'un plan visant à tuer Tanya pour que Greg hérite de sa fortune. Donc, la relation entre Tanya et Greg est donc de surface, où de son côté à lui, tout est calculé, arrangé, réfléchi, alors que de son côté à elle, rien ne fait sens. Greg quitte soudainement la Sicile après 2 jours sur leur semaine de vacances en amoureux pour permettre à Quentin de mettre leur plan à exécution. Tanya se retrouve à explorer un genre de sexe, drogue et rock'n'roll avec ces hommes homosexuels dépravés qui cherchent à la tuer. Ah oui, ça, c'est l'image qui nous fait découvrir le plan derrière tout ça. Pour Jack Halberstam, la chrononormativité, c'est comment nos existences suivent des patterns, des façons de faire qui sont structurées dans des rapports normatifs au genre et au temps. Au genre, au temps, à la sexualité. Comment, finalement, non seulement on reproduit des normes selon comment on s'habille, comment on se présente, mais aussi qu'est-ce qu'on doit avoir atteint à tel âge. Par exemple, on finit l'université, on se marie, on a un bébé, on achète une maison, toutes ces choses que je n'ai pas fait, que je ne sais pas trop comment faire. Chacun des jeunes couples, donc, entre dans cette gestion chrononormative. Cam et Daphne ont des enfants, ne se questionnent pas sur le futur apocalyptique, ne regardent pas les nouvelles, ne votent pas. Elles sont dans un modèle américain du Don't Ask, Don't Tell version crise climatique. Leur version du futur s'articule dans ce que Lee Edelman identifie comme The child that is marks the fetishistic fixation of heteronormativity and erotically charged investment in the rigid sameness of identity that is central to the compulsory narrative of reproduction. Mon anglais. Donc, cette idée que l'enfant représente le futur, en gros. C'est ce qui se produit aussi avec Harper et Ethan qui, lorsque questionnés sur leur désir d'avoir des enfants, mentionnent avoir longtemps hésité en raison de la crise climatique. Le désir de famille aurait gagné, mais leur problème sexuel se retrouve alors mis en lumière par l'absence de bébé pour le prouver. Pour Tanya et Greg, c'est un peu différent. Chacune a eu des relations différentes, différents mariages, et elles ne sont plus en âge de procréer. Toutefois, elles s'accompagnent dans les défis du vieillissement. C'est notamment la raison de leur mariage où Greg était gravement malade et Tanya lui a trouvé des médecins qui ont su lui redonner une qualité de vie certaine et même un espoir de futur. Maintenant, face à sa relation avec elle, Greg cherche une sortie de secours. Un divorce impliquerait la perte de ses revenus puisqu'elles ont signé une entente prénuptiale. La mort de Tanya devient la seule solution possible pour son futur imaginé. Ici, on se retrouve dans une résistance à la chrononormativité, à cet idéal de vieillir ensemble, à la vie, à la mort. Je trouve
fascinant, en fait, que les homosexuels incarnent, et ça dans les 2 saisons de la série, les pulsions de mort. Il y a là une réappropriation d'un stéréotype longtemps véhiculé dans l'imaginaire collectif états-unien. Les gays incarnent ce que Edelman mentionne comme étant the death drive names what the queer in the order of the social is called forth to figure, the negativity opposed to every form of social viability. Ils sont destructeurs de la viabilité sociale et font le party comme s'il n'y avait pas de lendemain. D'autres formes d'amour. Donc, il est intéressant de réfléchir à The White Lotus, à ses propositions d'amour en termes phénoménologiques. Ça m'est venu pendant un extrait ou une scène spécifique où Portia, qui est l'assistante personnelle de Tanya, cherche la désorientation. Là, je ne peux pas vous montrer l'extrait, mais en gros, Albie, qui est là, prend des photos du restaurant, puis de la plage, puis c'est vraiment comme des photos anodines de genre, je suis dans un hôtel de luxe en Italie. Puis elle fait juste avoir ce moment de grande, on pourrait dire, lucidité où elle est tannée de prendre la même photo que tout le monde prend pour mettre sur son Instagram. Puis elle dit, on peut même plus se perdre, on se trouve sur Google. Dans le fond, c'est comme une espèce de cette idée qu'on ne peut plus jamais se perdre parce qu'on est toujours orienté. Là, je fais référence ici à Sarah Ahmed, puis à la queer phénoménologie, puis à la désorientation aussi. Donc, cette scène-là m'a frappée, je l'explique. Donc, Albie et Portia ont à peu près le même âge, se retrouvent un peu malgré eux dans un voyage complexe et chargé, comme dans toute bonne fiction, deviennent un potentiel d'intérêt amoureux l'un pour l'autre, ou du moins pour Albie. Portia, quant à elle, cherche une aventure, quelque chose qui fait battre son cœur plus vite. Et la proposition d'Albie est sage, douce et un peu trop gentille. Tous deux se diront played à la fin de la saison. Albie par Lucia, qui a usé d'un levier amoureux, personnifiant la femme en détresse ou l'oiseau blessé, si on reprend ses mots à lui, pour lui soutirer 50 000 €. Juste ça. Et Portia par Jack. À ce sujet, Jack est un personnage fascinant, et je fais une petite parenthèse. Il se dit le neveu de Quentin qui veut tuer Tanya, alors qu'il est en réalité son travailleur du sexe personnel et qui fait des petites job-ins sur le côté, notamment d'éloigner Portia de Tanya le temps qu'il la tue. La désorientation de Portia, donc qu'elle souhaitait dans l'épisode 3, s'incarne dans cette relation avec Jack, qui va justement l'enlever, la séquestrer, lui retirer son téléphone, jusqu'à la déposer à l'aéroport la veille de son départ. Et c'est à ce moment qu'il va lui jeter son téléphone par la fenêtre de l'auto, moment où elle se réoriente. Je vais vite un peu, hein? Je parle puis là, pas. Je ne pouvais pas ne pas parler de la famille Di Grasso, même si, selon moi, ce n'est pas les personnages les plus intéressants en termes de relations amoureuses ou d'amour. C'est une relation filiale d'un grand-père, un père et le petit-fils. D'ailleurs, Matt Reynis en offre une analyse assez intéressante si ça vous intéresse dans cet article-là. En gros, c'est ça. Il nous dit, dans la saison 2 de White Lotus, la famille Di Grasso représente 3 générations uniques de masculinité pourrie. C'est assez intéressant parce qu'on se retrouve vraiment dans un clash générationnel entre le grand-père qui est comme déplacé, désagréable, son fils qui essaie de le contenir, qui essaie de lui dire arrête, 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 mais qui a lui-même des problèmes d'addiction sexuelle, mais aussi de mensonges, de trahison. Il n'est pas capable d'être transparent et honnête dans ses relations. Et du fils qui, lui, c'est comme comment dire, une drôle de métaphore ou même, comment on dit, quelque chose qui est drôle d'une génération Z. Donc, on se met à se moquer finalement de la génération Z qui est féministe, qui est engagée, qui est allumée à travers le personnage d'Albie qui dit vraiment toutes les bonnes choses, mais qui les incarne pas nécessairement toujours bien, puis qui reproduit des stéréotypes problématiques, notamment, justement, il tombe amoureux de ces
petits oiseaux blessés. Tu sais, c'est comme ça qu'ils les nomment, là, Wounded Birds, Beautiful Wounded Birds. Puis il y a comme il y a une scène où est-ce que justement, il voit une femme passer, puis les trois la regardent de la même façon. Puis t'es comme, OK, tu sais, puis il y a beau avoir un discours, les actions ou les façons de réfléchir sont les mêmes. Donc, ce qu'il y a à dire sur cet amour filial qui est mis en contexte de père en fils, comme le mentionne Bert, c'est que cette relation d'amour est intrinsèquement liée à la protection d'intérêts personnels. Donc, ici aussi, on est dans cette idée de gain. Et l'idée, donc, que ce soit de contenir les élans sexistes et déplacés de Bert, de couvrir l'addiction sexuelle de Dominique ou de répondre au profil du good guy frustré de Albie, l'amour ici est un gage de protection d'intérêt familial. Fait qu'on essaie simplement de se couvrir nos arrières. Où c'est vraiment intéressant et où ça devient peut-être queer, c'est du côté des relations qui fonctionnent, si on veut, ou du moins qui émancipent, disons ça comme ça. Il y a le personnage de Valentina, qui est probablement le personnage le plus intéressant et c'est lui qui génère une source d'empathie queer certain. Donc, c'est un personnage lesbien dans le placard, dans une Sicile traditionnelle, qui développe un béguin pour Isabella, son employée. On comprendra fort vite que cette dernière n'est pas intéressée et que son admiration pour Valentina sera interprétée par cette dernière comme un potentiel amoureux. Isabella est fiancée à Rocco, ce qui mettra fin à ce triste triangle amoureux. Toutefois, l'apparition de Mia comme aventure d'un soir permettra à Valentina d'assouvir un désir sexuel et certes émotif, pour ne pas dire amoureux, mais pas loin, lui permettant enfin d'accéder à cette partie d'elle-même. Cette relation émancipatrice aura comme impact le développement d'un amour propre. Puis la scène de sexualité entre les deux femmes est assez intéressante parce que Mia est assise derrière Valentina, qui, elle, est devant la caméra, dans le fond. C'est comme si c'est un moment qui est plus dirigé vers elle, en fait, que vers sa partenaire. Dans la série est variée. Ce n'est pas mon sujet de spécialité, mais je le trouvais quand même assez intéressant. Je te regarde parce que toi, tu as travaillé sur ces questions-là plus que moi. Mais à mon sens, la série dépasse les représentations de sexualité habituelles. On y voit notamment des relations matrimoniales, une scène de masturbation interrompue, des relations dans un contexte de travail du sexe à plusieurs, des scènes entre hommes, entre femmes, intergénérationnelles, etc. Une des scènes qui m'a semblé la plus osée dans un contexte visuel est celle où Cameron et Ethan font la fête avec Lucia et Mia. Et dans ce contexte, Ethan devient témoin de la relation sexuelle entre Cameron et Lucia, refusant quant à lui de coucher avec Mia. Fait qu'on est dans une scène de voyeurisme qui va se reproduire à plusieurs reprises. En fait, c'est comme si Ethan est toujours voyeur parce qu'il va s'imaginer la relation sexuelle entre sa femme, Harper, et Cameron. Donc, il y a comme 3 ou 4 scènes de voyeurisme qui sont mises en scène avec ce personnage-là. Puis je trouvais ça quand même intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent à la télévision, des scènes de voyeurisme. La majorité des scènes de sexualité sont toutefois de courte durée, suggestives, mais passant rapidement à autre chose, ce qui s'inscrit dans un contexte de représentation qu'on pourrait dire prudente. On montre la sexualité, certes, mais sans s'y attarder non plus. Ça, c'était la scène avec Valentina. Le couple dont la relation amoureuse, je vais admettre Geneviève Sellier, sur Zoom. Donc, le couple dont la relation amoureuse est la plus claire et la plus saine, somme toute, s'incarne par les amis Lucia et Mia, qui traversent les frontières de l'intimité et qui sèment d'un amour sincère. Ici, pas de trahison, de mensonge, de manipulation, une simple confiance, une présence et un attachement réel. Encore une fois, il est intéressant de réfléchir à ces différentes modalités de l'amour dans la série qui jouent sur la question épineuse de ce qu'est l'amour. L'amour ne vient jamais seul. Les personnages queer féminins, au contraire de leur penchant masculin, puis peut-être que ça sera un lien à faire avec ta présentation, ne sont pas destinés à une pulsion de mort certaine. Au contraire, ils incarnent une forme d'utopie queer à la Munoz. Je fais une citation encore, mais pardon pour mon anglais. The future is queerness's domain. Queerness is a structuring and educated mode of desiring that allows us to see and feel beyond the quagmire of the present. The here and now is a prison house. We must strive in the face of the here and now's totalizing rendering of reality to think and feel a then and there. Ensemble, Mia et Lucia strive for more. Elles veulent voir le monde, découvrir la vie et s'engagent dans une quête de plus. Elles ne se satisfont pas du présent, de leur présent et cherchent continuellement à le changer.
Ça passe entre autres par l'argent, mais d'une façon consciente et assumée. Maintenant, où est l'amour pour la série? L'amour pour la série doit être réfléchi selon une perspective de sensibilité qui nous sont propres et qui stimule ou non un désir de voir ou de revoir la série. À mon avis, la série joue sur notre rapport à l'identification secondaire, incarnant le rêve de gens riches et célèbres, ou juste riches. En visionnant la série une deuxième fois en vue de cette présentation, je dois avouer que mon amour pour la série a un peu dépéri. Tous les personnages de cette série sont insupportables à leur manière, rendant l'affection spécifique envers l'un d'entre eux difficile, changeante, mouvante, évoluante. Il y a une ambivalence de la série à mettre en scène des riches blancs états-uniens passant une semaine de vacances dans un tout inclus italien où l'activité principale revêt du people's watching. Il y a dans cette expérience de double spectature un étrange mélange entre curiosité, envie, dégoût pour cette vie où les relations amoureuses sont représentées plutôt sous le spectre du contrôle que du sentiment amoureux. Il y a également une relation amour-haine qui se développe en plusieurs temps. Une haine, jalousie envers ces gens pour qui 3 000 € se retirent au guichet, sans question. Des gens qui se paient un hôtel de luxe sur la côte sicilienne, mais qui partent quelques jours passer un temps en Palermo, sans vraiment réfléchir à leur réservation d'hôtel, à leurs valises, à leurs vêtements qui sont restés. Comme d'entrer chez des gens pensant qu'ils sont de la famille, se sentant bienvenus. L'épisode 2, Italian Dream, d'ailleurs, est particulièrement destiné à stimuler un rapport d'amour-jalousie, duquel le shit-show amoureux des différents couples devient un plaisir coupable. Finalement, on retire du plaisir à regarder des gens aller mal, des gens riches aller mal. L'amour pour la série, pour moi, se développe surtout avec les questions de sensibilité, c'est sensibilité queer, notamment, dont je parle dans d'autres publications. Il n'est pas si simple, ni même possible, je crois, d'identifier une définition généralisable de ces sensibilités. Je ne peux pas expliquer pourquoi moi, j'ai aimé cette série plus que vous ou de la même façon. Il s'agit en fait de réfléchir à l'action de regarder, d'être un spectateur-spectatrice et de réfléchir à ce qui nous amène à poursuivre notre action de spectateur, à s'engager dans une relation de plus ou moins long terme, parce qu'on s'entend que regarder une série télé, c'est plusieurs heures. Donc, on s'engage avec un artefact culturel. C'est pas, là, c'était 8 heures, ça va, mais des fois, ça peut être facilement 40, 50 heures de notre vie qu'on passe à regarder une émission télé. Parce que c'est ça l'amour pour les séries, c'est un acte d'engagement dans le temps avec des personnages, des histoires et des émotions. Pour moi, l'amour pour la série triomphe grâce au personnage de Tanya McQuaid, interprétée par Jennifer Coolidge, qui incarne le double tranchant de cet American Dream, à la fois dans son personnage que dans sa réalité d'actrice, dans sa carrière d'actrice. Là, j'aurais aimé vous montrer des extraits, mais je pense que ça ne marchera pas. Hein? Non, j'arrive pas à aller. En gros, elle est une machine à mime. C'est comme ça qu'on pourrait décrire son personnage. Cette femme extrêmement riche qui a une vie très triste et désastreuse, une personne qui nous raconte ces choses. Mais notamment, c'est ça, cette scène-ci, c'est la scène dans Italian Dreams où est-ce qu'elle voulait être Monica Vitti puis faire une balade en Vespa avec son chum bien habillé. Puis là, la scène est juste hallucinante. Elle fait juste dire de quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air. Puis Valentina la regarde et dit Peppa Pig. Puis c'est juste wow, tu sais, c'est génial. Ou cette scène-là où est-ce qu'elle comprend qu'ils veulent la tuer, que Quentin et ses amis veulent la tuer. Et elle lui monte ça dans le bateau, elle va voir le capitaine, elle essaie de voir s'il parle anglais, il ne parle pas anglais, il raconte plein d'affaires. Elle dit « These gays, they want to murder me ». Là, cette phrase est devenue assez drôle en elle-même. Puis il finit par dire « Mais je suis gay, on est tous gays ». En tout cas, c'est la scène incroyable, mais ça se culmine par son speech d'acceptation des Golden Globes, où elle va nous dire, puis là, je vais juste le citer, je ne serai pas aussi drôle qu'elle, bien entendu. Elle est vraiment hilarante. Je vous invite à la regarder. Puis c'est ça, c'est comme à la fois drôle et vraiment triste. Elle a dit, I just want you to all know that I had such big dreams and expectation as a younger person. But what happened is they get sort of fizzled by life and whatever. I thought I was going to be the queen of Monaco, even though someone else did it.
But I had these giant ideas, and then you get older and oh, shit's going to happen again. Mike White, you have given me hope. You've given me a new beginning, even if it's the end, because you did kill me off. But even if this is the end, you changed my life in a million ways. My neighbors are speaking to me and things like that. I was never invited to one party on my hill, and now everyone is inviting me. Fait que c'est cette espèce de genre de ridicule où cette femme a eu des rôles secondaires dans des films adolescents assez mauvais. Elle a fait des dizaines de chirurgies esthétiques pour essayer de rentrer dans ce modèle américain. Elle n'a pas vraiment réussi. Elle a eu sa carrière en disant « J'ai réussi à vivre sur des jobs qu'on m'a donnés par… » Il y a 2 personnes qui m'ont fait travailler. Puis là, elle finit par avoir son moment de gloire à cet âge, dans cette condition, puis en riant d'elle-même, finalement, en se moquant de quel genre de personnage elle est devenue. Fait qu'il y a quelque chose de profondément intéressant et triste dans cette espèce de personnage qui est le personnage qui vole, je pense, donc la série. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Joël. Là, j'espère. Si ça ne revient pas, il faut… On arrête donc.